Bonjour tout le monde. Hello Benjamin. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Salut, Tu vas bien Benjamin? très bien et toi? Bah écoute, très très bien. Merci de venir dans notre webinar du mois de février. Du coup, on est fin février. Bientôt, on arrive en mars. Les beaux jours arrivent d'ailleurs ici à Paris. Ça fait du bien. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Bah avec grand plaisir. Hello Remduf. Ah, on a un nouveau follower qui vient d'arriver. C'est Laurent Leca. Salut Laurent, bienvenue, enchanté. Merci de nous follow sur la chaîne. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc comme vous le voyez, d'ailleurs vous avez une petite alerte qui doit être juste là, ici, qui apparaît quand vous followez la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas pour pouvoir poser toutes vos questions à Benjamin et on y répondra du mieux qu'on peut. En tout cas, salut Nico, salut Greg, salut Tinési, comment tu vas? Salut Laurent, en tout cas merci encore. On espère que ce webinaire va vous plaire. Aujourd'hui, on a l'honneur quand même d'accueillir Benjamin qui va nous parler un petit peu de product management, de crypto, de data aussi, et surtout de non-data, je De pense. non data surtout, ouais. Et puis Exactement. alors de crypto, on va essayer de pas trop rentrer dans le détail parce que Exactement. sinon c'est un webinaire qui va durer 2 jours. Euh, Accessoirement, je préfère prévenir d'avance et je le dis à mes amis, à ma famille, à tout le monde, je ne donne pas de conseils financiers. C'est Voilà, comme ça, c'est le classique. Hein, c'est on préfère éviter, surtout pas se mouiller parce que c'est même pas notre métier. Puis alors, surtout, je vous le déconseille. exactement. Et c'est pas ici que vous allez apprendre à faire 10 000 € en une minute. Euh, En tout cas, comme d'habitude, on va attendre 5 petites minutes. À 35, on va commencer le webinar. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant l'ensemble de la petite présentation. Et comme ça, on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Ça va dépendre justement de vos questions. Salut Barbara. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez passer un bon week-end? Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs de votre week-end? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu vas faire ton week-end? Je vais bosser. C'est la première chose. Ouais, je sais, ça vend pas du rêve. Non, et puis je pense que je vais aller profiter du potentiel dernier week-end avant confinement pour aller faire un tour, aller me balader dans une forêt autour de Paris, un truc comme ça, parce que après, sinon, après, ça va être appart et un peu d'appart. Tu habites vers Paris? Dans Paris, ouais. Dans Paris. Ok. Du coup, comme ça, t'es pas très. D'ailleurs, par rapport à votre travail, donc là, t'es dans les locaux de Ledger, c'est ça? Tout à fait. On est limité en nombre de personnes qui peuvent venir au bureau, donc il faut s'inscrire avant de pouvoir aller au bureau. Mais on a le droit d'y aller. Donc ça fait des grands bureaux bien vides et c'est plutôt cool. Bon là j'ai une salle juste pour moi exprès pour ce webinaire, mais après ouais on a le droit de venir. Donc je fais 50-50 on va dire. Trop trop cool. En tout cas, merci Mézin pour le follow de la chaîne. C'est top. N'hésitez pas à follow la chaîne pour poser vraiment toutes vos questions. Hop. Et ça va être un bon dernier week-end. On espère pas être forcément confiné, mais bon, ça va être. On espère profiter en tout cas du soleil ce week-end. Ouais, ça devrait le faire. Ça Franchement devrait. je pense que ouais aller courir dans une forêt, aller respirer un truc qui sort pas d'un pot d'échappement, je pense que ça peut être pas mal comme programme. Ouais, c'est plutôt agréable. Et après, ordinateur, travailler, travailler, travailler. Ouais voilà. Mais bon c'est pour la bonne cause. Exactement. Euh, On arrive bientôt à 35. Du coup, n'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions à les poser durant l'ensemble du live. Comme dit précédemment, Benjamin essaiera d'y répondre, soit pendant le live, je vais lui poser les questions, soit à la fin du live. On verra par rapport justement au déroulement de tout ça. Bah écoute, Benjamin, il est 35. Est-ce que tu Eh ben, c'est veux... parti. On y va. Hello Violette. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Et je laisse Benjamin prendre la main. Ouais je vais partager mon écran. Est-ce que on voit bien la bonne présentation? Développer un produit dans un secteur incompréhensible et presque sans data. Exactement, on voit parfaitement ton écran. Ok, alors déjà merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter rapidement qu'est-ce que la blockchain, mais alors vraiment très rapidement parce que c'est quand même un concept qui est pas simple et c'est un peu aussi le sujet au final ici, c'est pas simple. Euh, qu'est-ce, qui est Ledger? Qu'est-ce que le Ledger Live, qui est le produit dont je suis le product manager? Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par me présenter.
Nos best practices, alors il manque un magnifique S à no, hein, pas no best practice, voilà, ça commence vachement bien, j'aurais dû me relire sur celui-là. On a des best practices, c'est ça que je veux dire, hein, c'est une faute d'orthographe. Quels KPI sont suivis chez Ledger et quel usage? Alors, avant de commencer sur qu'est-ce que la blockchain, je vais faire ce que j'aurais dû faire au départ, me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans, je suis product manager chez Ledger depuis 2 ans et demi maintenant. Avant ça, dans une autre vie, j'ai été ingénieur réseau. J'ai détesté ça, très honnêtement, parce que en fait, on me faisait faire des trucs sans me dire pourquoi. Et moi, j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. Et du coup, j'ai fait du marketing après, ça permettait de mieux comprendre un peu ce que voulaient les utilisateurs et puis après pouvoir le réaliser, puisque j'avais quand même des connaissances techniques. Et naturellement est sorti le job de product manager parce que c'est un peu l'interface entre l'ingénierie et l'utilisateur. Et je pense que ça répondait un peu à ce que je cherchais, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir à qu'est-ce que la blockchain. Alors, on va faire de manière assez simple. J'ai volé sans honte ce graphe sur l'académie, le site de l'académie de Ledger. Si vous voulez en comprendre un peu plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'académie de Ledger. Qui vous expliquera simplement à peu près tous les concepts sur lesquels on travaille. Donc, le concept de base, c'est Alice veut envoyer de l'argent à Bob. Donc, c'est toujours Alice et Bob en crypto, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours Alice et Bob. Je pense que c'est A et B. Alice va va envoyer ses fonds à Bob. C'est cette transaction qui va dire, elle envoie un Bitcoin à Bob, va rentrer dans un bloc de data. Ce bloc de data, il va être transmis à tout le réseau de la blockchain. Le réseau va approuver la transaction et en approuvant la transaction, ils vont intégrer le bloc qui contient plusieurs transactions dans une chaîne de blocs, d'où blockchain. Et quand la transaction est intégrée dans la chaîne de blocs, eh bien, la transaction est complète. Ce qui diffère avec des transactions classiques que vous faites quand vous achetez votre baguette chez le boulanger avec votre carte bleue, c'est que là, c'est un réseau qui valide cette transaction. C'est un réseau décentralisé, contrairement à une transaction classique qui se base sur une centralisation des transactions par les banques, la banque de la boulangerie et puis votre banque. Voilà, c'était la version très 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 simple de qu'est-ce que la blockchain. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur l'académie de Ledger. Donc, qu'est-ce que Ledger fait dans tout ça? L'entreprise a été lancée en créant 2 produits. D'abord, un premier produit qui était le Ledger Nano S, qui est sur la gauche. Le Ledger Nano S, qui est un produit qui est sorti en 2016, qui est le descendant du Nano, que je ne montre pas ici, puisqu'il n'est plus vendu, et puis qui était un produit qui n'a pas eu une très très grande durée de vie, mais qui est à peu près le même, sans écran. Donc ça ressemble à une clé USB, et en fait, dans ce hardware wallet, parce que c'est ce que c'est, il y a ce qu'on appelle un Secure Element, et dans ce Secure Element, qui est une puce dédiée à la sécurisation de données, eh bien, on sauvegarde, on génère et on sauvegarde la seed, qui est ce qui va permettre de signer une transaction, et c'est l'unique moyen de signer la transaction pour l'envoyer sur la blockchain. Si vous n'avez pas cette seed, vous ne pouvez pas signer votre transaction et donc vous ne pouvez pas exploiter les fonds qui sont sur la blockchain. Pour faire très simplement. Encore une fois, je ne vais pas tout vous décrire parce que sinon on va y passer pas mal de temps. Mais au final, voilà ce que fait Ledger comparé à, par exemple, un Coinbase ou un Binance, etc., qui, eux, ont la seed de votre compte. Et donc, du coup, si demain ils disparaissent, vous perdez vos fonds. Là, si nous, on disparaît, c'est pas grave, vous avez toujours la main sur vos fonds. Mais je ne souhaite pas de disparaître quand même. Donc, on a créé le Nano S qui était uniquement en USB et puis en 2019, on a sorti le Ledger Nano X qui est Bluetooth et avec une batterie et qui peut donc être utilisé avec des iPhones, avec des téléphones Android et qui a plus de mémoire. Donc, c'est l'évolution du Nano S. En software, on a donc le Ledger Live. Évidemment, je vous épargne la partie Enterprise, qui est l'autre partie de Ledger qui est pour le B2B. Donc on a qui sort le produit qui s'appelle Ledger Vault, qui a 2 parties de l'entreprise, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le B2C, parce que c'est le principal sujet, et puis c'est surtout la partie que je maîtrise le mieux.
Donc Ledger Live, c'est l'application qui permet de gérer les cryptos qui sont sécurisés par le Ledger Nano. C'est sorti en 2018 sur desktop et en 2019 sur mobile. Et encore une fois, on est un non-custodial wallet, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune main sur les fonds que l'utilisateur possède. Techniquement, qu'est-ce que Ledger Live? C'est un framework Electron. Donc en fait, bêtement, c'est un navigateur Chrome sans les fonctionnalités de Chrome. Ça encapsule le code qui est en local entièrement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas de serveur du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter sur un site pour accéder à Ledger Live. Il faut télécharger l'application, l'installer. Et donc après, à l'intérieur, c'est du React.js pour desktop et du React Native sur mobile. Tout ça fait que, en fait, on ne sait pas grand-chose sur l'utilisateur et c'est un peu le sujet du jour, puisque tout est sauvegardé sur l'ordi de l'utilisateur. On ne sait pas ce qu'il charge concrètement. Enfin, on a des idées, on sait les pages qui chargent, mais on n'a pas de détails précis. Il n'y a pas de synchronisation entre les appareils. Pour faire très simple, si on veut schématiser et un peu être vulgaire sur ce qu'est le live, c'est une passerelle entre le Ledger Nano et la blockchain. Sur Ledger Live, on va construire la transaction. Je suis vachement généreux, j'envoie un Bitcoin à Marcel. Et donc, je demande à Marcel de m'envoyer son adresse Bitcoin, mais je t'en prie, on fait ça, envoie-moi ton adresse et je le ferai à la fin du webinar. Donc, je demande à Marcel de m'envoyer son adresse Bitcoin, il me l'envoie. Je l'intègre, je dis un Bitcoin, et puis je vais commencer à faire envoyer. Là, la transaction est construite, elle est transmise au nano. Le nano va demander à l'utilisateur de signer la transaction. S'il la signe, le nano va renvoyer la transaction signée au live qui va l'envoyer sur la blockchain. Donc voilà le rôle basique du live. Et tout ça se passe en local jusqu'au moment où la data part sur la blockchain. Et donc la blockchain, c'est pas nous, c'est un réseau qui est géré par plein de personnes. Donc voilà, c'est la partie un peu générale et qui explique le concept et pourquoi, en final, on a assez peu de data, puisque l'utilisateur a tout en local. Justement, Benjamin, il y a Oui. Daniel qui te pose une question. D'ailleurs, merci pour le follow Daniel, et merci AI Stratégie pour le follow. Est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiaire chez Ledger entre le client et la blockchain? Alors, il y a un intermédiaire qui sont les nœuds et les explorers. Pourquoi on a cet intermédiaire-là, c'est un intermédiaire dans le sens, on le fait parce que si on le fait pas, c'est l'utilisateur qui va devoir le faire. Et si l'utilisateur doit avoir ses propres explorers et ses propres nœuds pour chacune des blockchains qu'il veut utiliser, c'est pas expert qui doit être, c'est Super Saiyan puissance 47 de l'expert. Et en plus, ça a un coût parce que ça veut dire qu'il faut avoir au minimum un Raspberry Pi pour avoir un Explorer pour chaque truc. Il faut une configuration qui est longue, il faut que l'Explorer soit up en permanence, il faut qu'il soit synchronisé avec la blockchain en permanence. Techniquement, c'est un challenge qu'on ne veut pas imposer aux utilisateurs. Donc en fait, oui, il y a cet intermédiaire-là pour les blockchains. Après, il y a une seule chose qu'on peut rectifier juste sur ça, c'est que si vous voulez, pour être 100% anonyme et aller jusqu'au bout du truc sur Bitcoin, on donne la possibilité aux utilisateurs, et uniquement sur Bitcoin, de pouvoir utiliser votre propre nœud. C'est une des fonctionnalités qu'on a mises en place pour que vous puissiez avoir le set complet sur Bitcoin. Sur les autres, on l'a pas encore fait, mais on a eu quasiment pas de demande, donc il n'y avait pas de raison qu'on le fasse. Si on veut aller jusqu'au bout, peut-être du côté intermédiaire, et là, du coup, c'est la dernière ligne de ce slide. Oui, il y a aussi des intermédiaires sur des fonctionnalités de type achat, vente, échange, qui sont sur le live. On est non-custodian, on n'a absolument aucune crypto-monnaie chez Ledger. Enfin, l'entreprise, en tout cas, pas les gens font ce qu'ils veulent chez Ledger, ils sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. Et c'est pas notre métier de faire de l'échange, de l'achat ou de la vente. Donc, on passe par des intermédiaires pour effectuer ces transactions. Et effectivement, ces intermédiaires ont leur nom affiché dans le live. On se cache pas de dire que c'est pas nous qui le faisons, mais des intermédiaires. Il y a Daniel qui te remercie pour cette super réponse. Et moi, je voulais te poser une question parce que justement, tu parles de desktop, tu parles de mobile, mais pas de Oui. web.
Est-ce qu'il y a une raison justement que vous ne soyez pas sur le web tout simplement? Alors, pour expliquer la raison derrière laquelle on n'a pas commencé sur le web, il faut revenir en arrière sur la création du live en lui-même. En fait, avant le live, il y avait des applications qui étaient des Chrome apps. Il y en avait 4, une qui permettait de gérer le hardware wallet et 3 qui permettaient de gérer chacune, enfin, et après 3 applications, chacune gérait Bitcoin, Ethereum et Ripple, enfin XRP pour le coup. Et un jour, Google a dit les Chrome apps, c'est fini. Alors, accessoirement, c'est toujours pas fini, ça finit en 2022, mais bon, peu importe. Les Chrome apps, c'est fini. Vous avez 6 mois pour migrer sur une autre solution que celle-là. Sinon, bah, c'est votre problème. Et donc, dans l'urgence, Ledger a dit bon, bah, il faut qu'on remplace ces Chrome apps. Et est venue l'idée de la part de Eric Larchevêque de créer Ledger Live, qui était une agrégation de toutes ces fonctionnalités en une seule application. Sauf que Ledger n'avait que 6 mois pour créer ce service. Donc, a été décidé que on ne ferait pas d'infrastructure parce que ça a un coût, parce que ça a un coût de développement, un temps de développement, et qu'il fallait aller vite. Et la lumière s'est éteinte dans la salle, c'est génial, mais c'est pas grave. Elle a du direct. Ouais, non, mais c'est juste que, en fait, il faut que je bouge les bras pour que ça reste allumé. C'est par capteur, donc je bougerai pas les bras pour vous faire tous rigoler. Je resterai dans le noir. Donc, ouais, pour revenir, donc ça avait un coût et en 6 mois, il n'y avait pas le temps. Donc, la décision a été prise que ça se ferait, comme je vous l'ai décrit plus haut, donc un framework Electron et du React.js. Après coup, donc, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on migrerait pas vers du web? Est-ce que ça simplifierait pas les choses? Et puis, on s'est dit que bah, les utilisateurs se plaignaient pas déjà. C'est une première chose. Ils étaient pas ils avaient rien contre notre client lourd. Et la deuxième chose, c'est que en termes de stickiness, le client lourd est avantagé par rapport au web. Les utilisateurs auront plus tendance à laisser tourner l'application en background plus longtemps et revenir plus souvent que si c'était un onglet que les utilisateurs pouvaient fermer comme ils voulaient, comme n'importe quel onglet qu'ils utilisent sur Chrome, et qui serait aussi perdu parmi les autres onglets Chrome. Donc au final, on a tourné un inconvénient, une problématique en un avantage, et on n'a pas décidé, en tout cas pour le moment, de changer l'avis sur un potentiel changement à ce sujet. Top, merci. Donc les best practices, et là j'ai bien mis un S à no, donc là je suis un peu meilleur en orthographe. Comment fonctionne l'équipe live? Déjà l'équipe en elle-même, elle constituée d'une quinzaine de personnes, en grande majorité évidemment des développeurs, il y a aussi la QA, il y a du design, et puis il y a 3 personnes dans la partie produit. Il y a un product manager qui est moi-même, un product owner qui s'appelle Chris, et un product innovation qui s'appelle David et qui donc lui a pour objectif de faire la passerelle entre la R&D de chez Ledger et le produit. Donc ça va dans les deux sens. Il y a un sens où c'est l'équipe R&D qui a des idées, qui nous les pousse, et donc cette personne a pour objectif de voir si ces idées poussées ont un intérêt produit, un intérêt utilisateur, répondent à un besoin ou pourraient créer un besoin. Et puis, de l'autre côté, il y a nos idées à nous. On se dit que ce serait bien de pouvoir apporter quelque chose à l'utilisateur. Et donc, David s'occupe de voir avec l'équipe R&D s'il y a des solutions techniques auxquelles on n'aurait pas pensé ou si on ne peut pas faire de l'innovation pour répondre à ces besoins. Donc voilà. Et puis, Chris, pour revenir sur son poste, s'occupe vraiment du day-to-day, faire de l'écriture de spécifications, faire de la gestion du backlog. C'est lui qui a les principales interactions avec les développeurs, avec les designers, dans le but de faire en sorte que le produit sorte comme on le souhaite, en temps et en heure. Et après, moi, mon rôle va être plus de chapeauter tout ça, faire en sorte d'établir une stratégie, continuer à monitorer le marché pour faire en sorte qu'on soit toujours relevant et qu'on soit toujours que le produit qui sorte corresponde bien aux attentes qui ont été émises quand on a établi une stratégie. Justement, Benjamin, et c'est par rapport à la slide précédente, il y a MKLS qui te pose la question. Desktop, donc dispo sur Windows et sur Mac, mais est-ce que c'est disponible sur Linux aussi? Tout à fait. Donc, parce que je Oui, voyais une on est petite disponible tête sur Linux. triste, donc oui, effectivement.
Alors, ouais, j'ai pas mis, enfin, j'avais mis à la base les disponibilités Windows, Mac et Linux, puis j'ai retiré parce que je me suis dit, bon, c'est à peu près évident, mais non, bon, apparemment, non, mais enfin, comme tu t'as pu me le demander avant, est-ce que enfin, sur quoi tournent nos développeurs? Déjà, en fait, on a la moitié des développeurs qui sont sous Linux, donc en fait, si ne serait-ce que d'un point de vue purement égoïste, si on fait pas l'application sur Linux, on fout mal la moitié de nos développeurs. Donc MKLS qui te répond, on ne nous oublie pas. Et donc il est plutôt Non, on ne content. vous oublie pas. On n'oublie pas aussi les utilisateurs Android, hein, au cas où. Donc ouais, on est sur Mac, Windows, Linux, iOS, Android. Et si je prévois la question au cas où ça vient, on essaye de voir aussi si on peut pas. Enfin, on est en train de travailler pour voir si on peut pas commencer à supporter les nouveaux processeurs M1 de Apple. Apple. Top. Je les ai sous les yeux. Bon, ça marche avec Rosetta, mais c'est pas idéal, donc on essaie de voir. Et l'iPad aussi est dans l'arrière, un peu dans notre tête. On sait que c'est quand même un usage important, qui est de plus en plus important, donc on sait qu'il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on n'est pas adapté iPad, mais il faudrait. Donc voilà, pour revenir sur l'équipe, en termes d'agilité, on fait de l'agile Scrum, assez basique avec des sprints de 2 semaines. Pour les outils, on est dans l'originalité ultime. On utilise Jira, Confluence et Figma, donc comme beaucoup de monde. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise sur ces sujets-là. Et puis, en termes de problématiques actuelles, comment scale up l'équipe? Parce que comme beaucoup doivent le savoir ici, le marché des crypto-monnaies est en train d'exploser. Alors ouais, il y a eu une petite baisse là ces derniers jours, donc mais bon, on ne met pas la clé sous la porte chez Ledger parce qu'il y a eu une baisse du prix du Bitcoin. C'est pas la première fois que ça arrive et ce sera sûrement pas la dernière fois que ça arrivera. Mais en attendant, on profite de cette explosion et vraiment du fait que la crypto devienne de plus en plus mainstream pour grandir, pour fournir de plus en plus de services aux utilisateurs, pour pouvoir avoir aussi une amélioration de la stabilité et une équipe qui, quand je suis arrivé et qui a démarré à 4-5 personnes, enfin qui était à 5 ou 6 personnes, et qui aujourd'hui est à 15 personnes, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, on ne peut pas rester horizontaux indéfiniment. Et donc, il faut trouver des solutions avec les équipes techniques pour que une nouvelle organisation dans l'équipe se fasse et qu'on puisse continuer à grandir de manière saine. Donc, c'est un peu la problématique actuelle sur laquelle on est en train de travailler en termes d'organisation. Et justement, on a une question sur l'organisation. C'est Dan, désolé, je coupe le pseudo parce qu'il est Ouais, un ouais. petit peu long, qui te pose quelle raison derrière la séparation du rôle du PM et du rôle du PO au revu de la taille de l'équipe pour que le PM gère toute la chaîne niveau résultat versus une organisation plus standard où le rôle du PO est inclus dans le job du PM. Est-ce que tu as des retours par rapport à cette Alors, c'est séparation un d'un PO et PM? peu, ouais, c'est un peu le débat éternel, je crois, qu'on trouvera dans le product. C'est quoi la différence entre le PO et le PM? Je pense que j'ai toujours pas trouvé la réponse moi non plus, hein. Ça va vraiment dépendre des organisations. Il y en a qui appellent ça PO, d'autres qui appellent ça PM. Euh, de mon point de vue, la manière dont je l'ai compris, et encore une fois, c'est absolument pas, faut pas prendre, enfin, c'est ma vision des choses, hein, c'est pas forcément une réalité. Le PO est plus proche de la technique, le PM est plus proche de la stratégie. Top, merci pour la réponse. Euh, voilà, donc pour schématiser aussi un peu comment fonctionnent nos sprints, et je remercie Gaëtan qui est notre lead technique qui a fait ce magnifique dessin avec un magnifique outil qui s'appelle Excalibro. Donc si vous aimez bien faire du dessin mais que vous n'avez pas de tableau blanc, Excalibro c'est vraiment cool comme outil. Euh, donc un sprint est divisé en 2 semaines. Donc là on voit les 2 semaines. À la fin du sprint on fait un draft et il y a aussi le grooming, mais je reviendrai sur ça. On a une semaine de test, et en fait, cette semaine de test est en parallèle avec la première semaine du sprint suivant. Donc, en fait, cette semaine-là, ici, en fait, il y aurait aussi une semaine de test qui est celui du sprint précédent. Et donc, si on est satisfait de la pré-release sur la semaine 3, eh ben, on fait une release. La journée de release est qui se fait la semaine d'après, donc sur la week 2, et défini avec le marketing qui définit quand est-ce qu'une release a le plus d'impact et est aussi faite avec l'équipe
customer support pour définir le jour où ils ont un nombre de tickets qui est suffisamment faible pour qu'ils puissent accueillir des nouvelles questions qui sont liées à la nouvelle release. Donc c'est un travail qui se fait avec d'autres équipes, c'est pas que nous qui décidons quand est-ce qu'on fait une release. Voilà à peu près comment ça se passe au niveau organisation d'une release chez Ledger. Et justement, on a 2 questions de Daniel. Est-ce que le PO parle au client ou pas? Alors, c'est un sujet sur lequel je reviendrai parce que, alors, normalement, oui, on va dire ça comme ça. Maintenant, ça fait 1 an et quelques qu'on est en Covid, donc on voit plus personne physiquement, hein, donc les salons, c'est fini. Ça, c'est la première chose qui est pas hyper cool. Et deuxièmement, nous, on a beaucoup plus de mal à connaître nos clients parce qu'ils apprécient particulièrement leur anonymat. On leur vend un produit qui leur permet d'être leur propre banquier. Et on leur vend un produit qui montre que, enfin, qui dit qu'ils ont une certaine somme d'argent, surtout s'ils ont investi assez tôt. Et on leur vend un produit qui leur promet une certaine vie privée. Donc, tout ça mélangé fait qu'en général, ils n'aiment pas être trop contactés. Donc, on a du mal à leur parler. On fait au mieux, mais on leur parle pas. Enfin, assez peu, quoi. Mais normalement, oui, ils devraient. Et Daniel, du coup, qui enchaîne avec sa deuxième question. Donc, vous faites une release par mois, puisque 2 sprints semblent nécessaires, dev puis QA. À peu près, ouais. C'est une release toutes les 2 semaines, en final. Ok, Donc, ouais, c'est plus de releases par mois, normalement. ok, top. Merci. Sur les meetings, assez rapidement, on est assez classique aussi, hein. On a un team weekly par semaine qui est quand même assez important. C'est le lundi, c'est le premier meeting de la semaine. C'est celui qui permet d'attaquer les sujets un peu chauds, ceux du sprint courant, ceux du sprint suivant, de voir des designs qui ont été produits par l'équipe design, de pouvoir discuter dessus, de voir des probabilités, des problématiques techniques aussi potentiellement. On invite aussi des devs d'équipes externes qui sont chez Ledger, mais qui sont d'équipes externes et avec qui on travaille pour aborder des problématiques qu'on aurait en commun. Et c'est le meeting que j'utilise pour essayer de transmettre un maximum d'informations. J'ai la chance de discuter avec à peu près toutes les entités de l'entreprise, que ce soit du legal, du marketing, que ce soit avec la direction, bref, à peu près tout le monde. Et les devs qui sont un peu dans la tête dans le guidon ont parfois du mal à voir pourquoi ils font les choses. Et c'est le moment que je profite de ce moment-là pour pouvoir leur transmettre toutes les discussions que j'ai pu avoir, pour leur transmettre toutes les informations, tout ce qui se passe dans l'entreprise, tous les changements stratégiques, pourquoi on établit une stratégie. Ça permet de mieux leur faire comprendre. En fait, ça permet de répondre à ce pourquoi j'étais pas content quand j'étais ingénieur. Je me suis un peu mis, un peu comme on se met à la place de l'utilisateur, là je me suis mis à la place du développeur ou de l'ingénieur. Je détestais faire un truc sans savoir ce que je faisais, et j'estime que qu'ils peuvent ressentir la même chose, et donc c'est important d'être le plus transparent possible. Quand il y a un truc qui va pas, on le dit. Quand il y a un truc qui va, on le dit. Quand on fait un truc, on fait pourquoi on le dit. Alors on dit, pardon, cette phrase ne voulait rien dire, mais bon, c'est pourquoi on le dit, pourquoi on le fait. Pardon, voilà, c'est plutôt ça. On dit pourquoi on le fait. Ça marche mieux dans ce sens-là. Bref, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de transparence. Les devs sont des humains aussi, et ils aiment bien savoir pourquoi ils font les choses. Donc, je pense que c'est important de profiter d'un meeting pour pouvoir leur parler de ce genre de choses. Voilà, en termes de meeting, on a les meetings agiles classiques, hein, le daily stand-up, les sprint planning, les rétros, le grooming, etc., etc. On a des meetings avec l'équipe product. C'est important de faire à la fois un meeting avec tous les gens de l'équipe product pour avoir de la coordination, et puis des one-one. Ça, c'est un peu les principes de management basiques de management de personnes classiques. Être capable de faire un suivi, ne pas laisser une personne toute seule dans son coin, c'est assez classique. Et puis, dernière chose, les meetings réguliers avec toutes les entités. On a beau être une équipe, on ne produit pas un produit tout seul. On a besoin de toutes les entités de l'entreprise, et c'est important de rester avec d'avoir une coordination importante avec toutes ces équipes. Alors, ça finit avec beaucoup de réunionites, hein, ça fait un calendrier très complet, mais malheureusement, c'est la vie du PM. On a une question encore, Benjamin, et là je vais l'étendre un tout petit peu parce que la question de base est de Greg qui te demande est-ce que les devs sont tous passionnés de crypto? Et je vais l'étendre un petit peu. Est-ce que toutes les personnes qui sont chez Ledger sont passionnées de crypto? Et est-ce que c'est un critère finalement pour rentrer chez Ledger? Pas du tout. Alors, on a des gens qui rentrent chez Ledger et qui ont une connaissance proche de zéro des cryptos, et en fond, on s'en fout. Et
derrière ça, si on ne prenait que des gens qui avaient une passion pour la crypto, en France, on trouverait pas beaucoup de monde. Parce qu'il faut être très honnête, en France, la crypto, c'est pas encore un truc qui prend énormément comparé à d'autres pays. Il y a assez peu d'entreprises qui sont spécialisées crypto en France. Je pense sans trop vouloir s'envoyer de fleurs qu'on est l'entreprise française la plus grosse dans le secteur des cryptos. Mm. Je sais qu'il y a LGO qui est pas Mm. mal aussi, qui sont vers Bordeaux, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont spécialisées crypto dans le secteur, donc on peut pas déjà se permettre d'avoir que des développeurs ou des gens qui travaillent chez Ledger qui sont dans la crypto. Enfin, je veux dire, essayer de faire venir quelqu'un qui a bossé dans les cryptos, qui a une certaine expérience dans les cryptos, genre au service legal ou au service marketing, je vous souhaite bien du courage en termes de recrutement. Et puis au-delà de ça, c'est bien d'avoir un avis extérieur, de voir des gens qui ne connaissent pas et qui sont un peu débutants, qui peuvent apporter leur œil nouveau à nos produits. Et puis en général, après, c'est un peu, ils attrapent la maladie. Hein. C'est quand même la crypto, c'est quand même assez contagieux. Donc au début, ils s'en foutent et puis après, ils apprécient quand même. Et Daniel qui te repose deux nouvelles questions. Une question un petit peu troll. Est-ce que vous êtes payé en Bitcoin? Non, on n'est pas payé en Bitcoin parce que c'est interdit, tout simplement. C'est pas autorisé en France, en tout cas. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui veulent qui veulent travailler et se faire payer en Bitcoin, aller vivre aux Pays-Bas. Là-bas, c'est autorisé. Il y a des entreprises qui le font. Et puis en plus, il n'y a pas d'impôt sur les gains en capitaux aux Pays-Bas. Donc, si vous voulez payer votre votre café avec des bitcoins, vous pouvez là-bas, et puis vous n'êtes pas imposé sur le truc. Donc c'est vachement bien. Voilà, c'était le seul conseil financier finalement que je pouvais donner, mais ça c'est plutôt un conseil fiscal. Euh, donc, Et mais bon, voilà, je ne vous invite pas à faire de l'évasion fiscale, évidemment. Hein. Ne prenez pas, ne dites pas, ne croyez pas ça. Hein. on va partir tous à Chypre. Daniel qui te repose une question un peu plus sérieuse du coup sur l'équipe product. Est-ce que tu peux en dire plus sur la gestion des dépendances avec les autres produits, en particulier avec le hardware wallet de Ledger? Ouais, donc ça fait partie des meetings réguliers avec les autres entités. Donc les autres entités, c'est pas que les fonctions support, c'est aussi les autres parties de l'entreprise et avoir une relation importante avec l'équipe firmware plus que hardware, hein, très honnêtement, parce que l'équipe, c'est plutôt nous on interagit plus avec le logiciel qui est à l'intérieur du hardware wallet plutôt qu'avec la partie mécanique réellement. Et donc oui, des meetings réguliers avec le product manager déjà du firmware et puis, avec l'équipe firmware, faire en sorte qu'il y ait une coordination entre les équipes engineering, c'est hyper important. L'objectif, c'est de faire en sorte que ça marche, hein, parce que c'est quand même plutôt pas mal que ça marche, mais aussi essayer d'avoir des réflexions communes sur comment on peut améliorer le produit ensemble. Parce que parfois, il y a une équipe qui va avoir des idées que l'autre et l'autre n'est pas au courant. Et en fait, sans discuter, il y aura jamais d'évolution. Ces discussions permettent de faire ressortir des possibilités auxquelles une équipe ou l'autre n'aurait pas pensé. Merci. D'où éviter de rester en silo, parce qu'à la fin, on finit avec juste un produit qui aurait pu être 10 fois mieux. Euh, pour les KPI, je vais du coup établir le contexte, même si je l'ai déjà pas mal expliqué avec le fonctionnement. Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, quand vous téléchargez Ledger Live et que vous le lancez, vous n'avez pas besoin de compte. Donc, l'utilisateur en tout cas n'a pas besoin de compte. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe, on vous demande pas votre nom, votre prénom, on vous demande rien concrètement. Vous avez acheté un Ledger Nano, vous le branchez, vous le configurez et c'est parti. Après, c'est vous et la blockchain. Et donc, ça fait que il y a quasiment pas de data qui est recueillie sur l'application. Donc, j'ai déjà expliqué un petit peu avant pourquoi. Les utilisateurs restent très secrets, ils ont peur de se faire voler, puisqu'au final, la différence entre ce qu'on fait nous et ce que peut faire une plateforme centralisée, c'est que vous êtes votre propre banquier, mais si vous êtes votre propre banquier avec cette solution, ça implique les responsabilités qui vont avec. Et si vous n'avez pas de banque qui vous aide, ça veut dire qu'il n'y a pas, si vous faites voler votre appareil, si vous perdez l'acide, si vous faites mal les choses,
Bah, malheureusement, you're on your own. Vous n'aurez pas de solution de secours. Alors, il y a une solution de secours évidemment qui est les 24 mots que vous pouvez cacher quelque part. Mais si vous perdez ces 24 mots et votre Ledger Nano, bah là, c'est fini. Il n'y a pas d'assurance derrière pour vous dire, vous inquiétez pas, vous allez récupérer votre argent. La blockchain, elle est immuable, donc il n'y a pas de retour en arrière aussi sur les transactions. Je préfère éviter les trolls et ceux qui vont parler des forks. Donc oui, ça dans des cas extrêmes, mais on va pas vous le faire pour vous, petits porteurs. Et puis normalement, c'est plus censé arriver. Du moins, j'espère que Vitalik ne le refera plus. Et donc voilà, c'est un peu, il y a ce risque-là, et donc du coup, l'utilisateur préfère éviter qu'on sache qui ils sont parce qu'il préfère éviter les vols concrètement, parce que s'il y a vol, bah, il n'y a pas de récupération d'assets. Et le dernier point, en termes de contexte et en termes de data, c'est que le marché est encore très jeune et il n'y a pas de Gartner ou IDC ou autres qui sont capables de vous fournir des études approfondies sur le sujet, puisque bah, ils n'en ont pas fait concrètement. Donc en fait, en termes de génération de data, de connaissance de l'utilisateur et d'études de marché disponibles, eh ben, on n'a pas grand-chose. Il y a Tinzi aussi qui te pose la question. Est-ce que vous faites souvent des réunions pour désiloter? Alors, va falloir peut-être préciser désiloter, c'est-à-dire des réunions qui permettent de faire en sorte qu'on soit mieux Ouais, qu'on ait une meilleure coordonner coordination. entre les différentes équipes, justement. Euh, ouais, j'évite quand même les réunions pour les réunions. Enfin, c'est une réunion qui fait qui a pour objectif de créer une réunion. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça n'arrive que les silos ne se créent pas dès le départ. Après, si on voit qu'il y a un problème qui commence à se créer, je suis plus fan d'aller voir la personne directement, de lui dire on a un problème et faut qu'on crée des meetings ensemble pour que on commence à mieux travailler ensemble. Mais faire un meeting pour après derrière organiser des meetings, peut-être un peu moins. Mais personnellement, de manière générale, je préfère la discussion directe. Je préfère aller voir la personne physiquement. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais j'essaie quand même de le faire. Ou aller directement sur Slack, demander à la personne, enfin discuter avec la personne, faire un call avec la personne directement qui est responsable de l'entité avec laquelle il y aurait un problème. Top. Donc pour revenir sur les KPI, nous ce qu'on cherche à savoir, c'est assez basique, hein, on ne réinvente pas la roue non plus sur ce sujet-là. Combien d'utilisateurs on a, à quelle fréquence viennent ces utilisateurs, qu'est-ce qui marche bien dans l'application, qu'est-ce qui marche pas dans l'application, où est-ce que l'utilisateur s'arrête, et puis aussi le revenu généré par club, parce que faut quand même en générer un petit peu. Et ce qu'on peut pas avoir, ce qu'on peut pas savoir, en réalité, on ne sait pas combien il y a d'utilisateurs. Ça peut paraître un peu bizarre, mais la data qu'on obtient sur nos utilisateurs, en fait, c'est des ID uniques. Et comme on n'a pas de serveur, comme tout est en local, eh bien, chaque ordinateur ou chaque téléphone crée un ID unique. Donc, si vous avez installé Ledger Live sur votre téléphone et sur votre ordinateur, eh ben, pour nous, ça compte comme deux ID et on ne sait pas du tout si vous êtes la même personne ou si vous êtes deux personnes différentes. C'est dire à quel point on n'en sait rien sur nos utilisateurs et c'est dire à quel point on respecte la vie privée de nos utilisateurs sur le live. Donc cette donnée-là, elle est assez importante parce que on a une idée à peu près de combien on a d'utilisateurs, mais c'est jamais précis puisque on sait le nombre de devices, mais pas de personnes. Comme je l'ai dit avant, on ne connaît pas l'identité des utilisateurs, donc on ne connaît pas leur nom, leur prénom, leur âge, leur sexe, leur catégorie socio-professionnelle, la ville où ils habitent, on ne sait rien de tout ça. Pour nous, les utilisateurs, c'est une suite de chiffres et de lettres, pas plus. Et encore, c'est leur device, même pas eux. Donc on doit se baser sur ça, et c'est là où c'est là où la complexité est extrêmement forte. Quand je suis arrivé chez Ledger et où j'avais mes petites habitudes de PM avec mes heatmaps, mes enregistrements de session, mes groupes d'utilisateurs, enfin toutes les pratiques assez basiques d'un PM, là on m'a dit bienvenue en enfer, tu vas t'amuser, t'as rien de tout ça. Mais tu vas devoir faire le meilleur produit du monde sans tout ça. Moi, je trouvais le challenge plutôt cool. Du coup, j'y suis allé. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, ça peut être assez handicapant. Et justement, est-ce que tu ressens pas de la frustration de ne jamais pouvoir avoir de la donnée factuelle finalement pour créer ton produit? On s'y fait.
On s'y fait. Au bout d'un moment, on se fait une raison. Après, si j'étais toujours énervé par ça, après 2 ans et demi, je pense que je ferais mieux de Partirais. changer de boulot concrètement. Ouais. Non, mais franchement, on s'y fait. C'est pas si horrible que ça. On trouve des moyens. On essaie de contourner ça et par d'autres moyens. Il y a toujours possibilité de se débrouiller. Ok. Et puis la dernière chose, c'est on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme autre service. On sait qu'il y a des gens qui utilisent d'autres services. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'autres services qui sont très très populaires, notamment les services centralisés. Mais on ne sait pas quels services nos utilisateurs utilisent. C'est un peu triste. Et puis parce que c'est déjà suffisamment, c'est pas assez drôle comme ça. On en rajoute une couche. On a des utilisateurs qui sont très tech-savvy et ces utilisateurs, enfin, ils aiment pas trop partager leurs données. Donc du coup, dans notre application, on est obligé de demander à nos utilisateurs s'ils sont prêts ou pas à partager leurs données avec nous. On a un pourcentage assez faible. Mais là où c'est encore plus frappant, c'est sur le partage de données sur iOS. Donc, pour ceux qui éditent des applications sur iOS, vous avez un indicateur qui vous dit combien de personnes ont accepté de partager leurs données avec les développeurs de manière générale. Donc, c'est un réglage qui se fait à l'onboarding de l'iPhone. En moyenne, les applications reçoivent ont entre 50 et 60% de leurs utilisateurs qui acceptent de partager les données avec les développeurs. Nous, nos utilisateurs, ça tourne entre 20 et 30%. Donc, c'est-à-dire largement moins que ce qui se fait de manière générale. Et donc, on est obligé de se baser sur ce très peu pour essayer de composer avec de la donnée qui provient des stores. Et du coup, comment on fait? Eh ben, on extrapole beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bien. J'aimais pas les maths quand j'étais petit. Et ben maintenant, je suis servi. On fait beaucoup d'extrapolation pour essayer de déterminer des tendances à partir du peu de données qu'on a. On fait beaucoup de benchmarking. On regarde ce que fait la concurrence qui, elle, a beaucoup plus de data puisqu'elle est centralisée. On essaie de remarquer qu'est-ce qui se fait sur le marché. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus sur la partie spécificité crypto. On essaye de monter des groupes de bêta-testeurs parce qu'il y a toujours des gens sympas qui sont fans de la marque et qui sont prêts à nous aider. Il faut dire aussi qu'on a du mal à parler aux gens directement pour une raison très très simple, c'est qu'on est une entreprise qui a beau être française, on a un marché qui est extrêmement international. On est distribué dans 180 pays dans le monde et la part d'utilisateurs qui est française est relativement faible comparée à d'autres pays. Je ne donnerai pas de chiffres parce que je ne peux pas donner de chiffres malheureusement, sinon je serais obligé de tous vous faire signer un NDA. Mais voilà, donc c'est aussi difficile de se coordonner avec des utilisateurs. Il faut les avoir sur différents fuseaux horaires et il faut qu'ils acceptent. Donc on essaye autant que possible d'avoir ces groupes de bêta-testeurs, ces interviews utilisateurs. On se sert aussi des gens dans la boîte qui n'y connaissent rien en crypto. C'est utile. On leur dit, bah tiens, voilà, telle nouvelle feature, teste-la devant moi et dis-moi et puis on va voir ce que tu en penses. On dit rien en général de la manière, un peu comme dans un focus group. Euh, et puis, notre aide aussi majeure, c'est le support. Le support est une source qui est souvent sous-exploitée en termes de retour utilisateur. Il y a les tickets qui sont évidents, qui permettent de générer de la data et puis qui permettent de générer des retours utilisateurs directs. Mais il y a aussi de la data à exploiter autour du non-dit. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont frustrés et qui parlent pas, qui vont pas contacter le support parce que ça les saoule, concrètement, ou qui n'ont pas envie, puis ils disent ouais c'est bon, ça m'a saoulé ce produit donc j'arrête. Et ces utilisateurs-là, ils ont souvent un retour qui est extrêmement fort. Et comment on fait pour capter une data d'utilisateurs qui ne parlent pas? Bah, souvent, ils vont aller visiter les pages du support. S'ils trouvent la réponse, ils sont contents. S'ils ne trouvent pas, tant pis. Mais en tout cas, savoir quelles sont les pages les plus fréquentées sur le support nous permet vraiment de savoir quelles sont les zones les plus problématiques dans l'application et du coup de vraiment pointer et de trouver les solutions pour résoudre ces problématiques. Donc c'est important d'aller vérifier ça très régulièrement, toutes les semaines, avoir une vision plutôt granulaire et puis une vision un peu plus macro, donc avec une vision semaine et puis après une vision au mois, 6 mois, un an, pour vraiment savoir quels sont les points les plus problématiques. Donc quand on a peu de data utilisateur, quand on a peu de moyens pour avoir de la donnée utilisateur, bah, le support c'est vraiment une source importante.
Il y a les réseaux sociaux aussi, mais les réseaux sociaux, c'est extrêmement piégeux. Le monde de la crypto est un monde de trolls, beaucoup, et c'est souvent des chambres d'écho importantes pour des sujets qui ne concernent qu'une minorité d'utilisateurs. Il faut être très honnête. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais il faut être très prudent avec ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Et puis, petite spécificité crypto, l'avantage de la crypto, c'est que les ledgers, puisque ledger vient de quand même quelque chose dans la crypto, dans la blockchain, donc les livres de compte qui sont la liste de l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur la blockchain et qui sont visibles de manière publique. C'est anonyme, mais les transactions sont visibles, hein, je tiens à le préciser, permettent de générer de la data extrêmement importante de type quels sont les nouveaux services qui sont tendance et qui commencent à monter en termes de volume. Donc, par exemple, ceci n'est pas un conseil d'investissement, les NFT génèrent de plus en plus de transactions sur la blockchain Ethereum. On peut voir que le volume de transactions de NFT en février 2021 est 10 fois plus important qu'en mois de janvier 2021. Et je compte même pas de combien de fois c'est plus important par rapport à l'année dernière. Mais ça, on peut le voir grâce à des dashboards d'analytics qui vont lire la donnée sur les explorers de blockchain. Donc, c'est vraiment le genre de choses qui est vraiment très spécifique à la crypto. Mais si vous arrivez à trouver des sources qui sont à peu près similaires dans votre secteur, c'est des mines d'or. Ça nous permet de définir une stratégie, mais avec des chiffres qui sont imbattables. Et du coup, tu as une question de la part de Daniel qui te demande est-ce qu'il n'y a pas un risque de surprioriser un petit peu les demandes qui arrivent parce que vous en avez peu des demandes. Du coup, est-ce que vous n'avez pas tendance à les surprioriser peut-être par rapport au reste? Alors, en termes de surpriorisation, on a beaucoup de sujets déjà qui sont en termes de stratégie, qui prennent de la place. Après, on est quand même capable aussi de détecter quelles sont les problématiques qui sont les plus importantes. Enfin, au final, c'est au product manager de prendre la décision. Il y a une part de data, mais il y a aussi une très grosse part d'instinct et d'opinion sur qu'est-ce qui est important. L'opinion, enfin évidemment, c'est l'utilisateur qui compte, c'est le besoin utilisateur qui compte, mais c'est à l'utilisateur, c'est là que le product manager intervient réellement. C'est lui qui prend la décision sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et évidemment, il faut éviter de prioriser le moindre petit truc qui apparaît sur un ticket. C'est l'objectif. Enfin, c'est avec un peu de recul et un peu d'expérience sur son propre produit qu'on se rend compte de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Mais je pense que c'est vraiment là où le product manager a une vraie plus-value. Parce qu'il donne comme exemple, pas au hasard, le Bitcoin multisig. Ouais, alors voilà, le Bitcoin multisig, c'est un super exemple. C'est un truc dont on a discuté plein de fois chez Ledger, mais derrière, et qui est source de demandes, d'un très grand nombre de demandes sur les réseaux sociaux, ou même sur les tickets utilisateurs. Donc, on prend en compte cette demande et on se dit, OK, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'utilisateur le multisig? Est-ce que ça répond à un vrai besoin de la base utilisateur qu'on a? Et est-ce que ça répond à un vrai besoin de la base utilisateur qu'on vise? Et je vais pas donner de réponse parce que je vais pas donner ma stratégie, mais c'est en se posant ce genre de questions qu'on se dit est-ce que on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? On prend pas juste le retour de manière brute et on se pose pas de questions, on le fait. On essaye de prendre un retour utilisateur et on se pose la question de mais pourquoi il veut ça? Est-ce que ça répond à un vrai besoin? Top, merci. Voilà. Et puis je vais arriver sur le cas d'usage pour conclure cette présentation. Le cas d'usage que j'expose, c'est l'onboarding. Donc, j'ai parlé, le titre de cette présentation, c'est un produit que personne comprend, donc avec peu de data. Donc, j'ai beaucoup insisté sur la partie data, mais j'ai assez peu insisté sur la partie que personne comprend. Et donc, la grande problématique, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs, et c'est pas une insulte auprès de mes utilisateurs, une critique de mes utilisateurs, mais c'est une réalité, qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils achètent. Dans le sens, ils ne comprennent pas que
que ce que sécurise le Ledger Nano, c'est pas les crypto-monnaies, c'est la seed qui permet de signer les transactions. Ils ne comprennent pas pourquoi les transactions, par exemple, ne sont pas automatiquement transmises du téléphone vers l'ordinateur. C'est parce qu'en fait, c'est synchronisé depuis la blockchain. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont pas forcément évidents parce que c'est une technologie qui est très nouvelle, qui est très complexe aussi, il faut être très honnête. La courbe d'apprentissage de la blockchain et de la crypto est extrêmement raide et elle met du temps à être passée. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui arrivent dans la crypto comprennent l'avantage de notre produit et comprennent aussi notre produit. C'est quand même hyper important que les gens comprennent notre produit. L'onboarding, c'est le premier contact de l'utilisateur avec nos produits. Donc, le premier contact, il ne doit pas être loupé, parce que c'est l'image que va se donner l'utilisateur pour la suite de l'utilisation du produit. On avait un onboarding pendant 2 ans qui était le même, qui était celui qui avait été fait au moment de la création du produit et qui générait beaucoup de tickets, qui générait beaucoup d'incompréhension, qui ne répondait pas aux questions que l'utilisateur se posait ou qui n'expliquait pas suffisamment bien ce que faisait le produit. Euh, il y avait une autre contrainte qui était pendant tout l'onboarding, on ne recueillait, on ne prenait aucune data. Mais quand je dis aucune, c'est vraiment zéro. Pour une raison extrêmement bête, c'est que la demande à l'utilisateur de savoir s'il est prêt à nous donner sa data ou non, elle était faite à la fin de l'onboarding. Donc en fait, on n'enregistrait rien jusqu'à ce que le mec dise oui, c'est bon, je suis prêt à donner mes data. Donc en fait, on avait zéro data sur le comportement utilisateur. Donc en fait, on devait améliorer un service qui était essentiel pour l'image de l'entreprise, mais avec zéro data et avec une problématique extrêmement complexe. Donc, objectif, faire comprendre ce produit complexe, avoir un seul point d'entrée, et pour tous les profils utilisateurs qui existent, les débutants comme les experts. Et quand je dis ce seul point d'entrée, c'était la résolution d'un autre problème. Le problème, c'était que l'utilisateur, en fait, quand il achetait son anneau, il avait 5 trucs à regarder en même temps. Son Ledger Live, où il avait les instructions, le site web où il pouvait trouver des vidéos, le Ledger Nano, où il y avait les instructions à faire sur le Nano, YouTube, parce qu'il comprenait rien, etc., etc. Bon, bref, il avait 12 000 trucs à regarder en même temps, ce qui était totalement ingérable. Donc, en fait, il fallait qu'on améliore ça. Donc, comment on a solutionné cette problématique d'onboarding? Petit disclaimer, on a été aidé par une entreprise externe qui est spécialisée pour le produit. Donc, on a fait une définition de persona. On a fait venir, on a fait tester l'onboarding actuel à des utilisateurs ou des gens qui n'ont jamais utilisé le produit pour essayer d'avoir vraiment des commentaires et avoir des axes d'amélioration. On essaye de croiser ces résultats avec de la data existante. Donc, c'est ce que je disais en fait. C'est pas parce qu'on a un retour utilisateur qu'on doit le prendre comme une règle élémentaire. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment toujours de croiser un maximum d'informations, aussi même si on en a peu, toujours en croiser pour obtenir une solution et une réponse. Donc là, il y a les tickets, les commentaires en interne, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis, on avance de manière incrémentale. On commence à réaliser des schémas, on commence à réaliser des wireframes, à essayer de définir un flow. Et au fur et à mesure, on essaye de se poser des questions sur est-ce que ça va bien répondre aux questions des utilisateurs, est-ce que ça va lui faire bien comprendre, est-ce que ça va lui permettre de comprendre le produit, est-ce qu'au final ça répond à l'objectif qu'on s'est fixé à la base. Et le résultat, c'est un onboarding qui est volontairement plus long. En fait, quand on lance l'application, on dit direct à l'utilisateur, on te prévient, ça va être long, ça va te prendre 30 minutes. Il faut que tu sois dans un endroit calme, avec un stylo, et que tu sois concentré sur ça. Voilà, on met les bases dès le départ, on évite les surprises, on évite que le mec fasse ça dans le métro, entouré de plein de personnes et qui paniquent et qui comprennent rien. Donc on le met dans l'ambiance. On a fait aussi un parti pris de vouloir être éducatif, de pas vouloir cacher la réalité à l'utilisateur. On aurait pu penser que c'était mieux de rendre la partie complexe cachée et de le prendre par la main et de lui tout faire faire. Mais non, on veut qu'il comprenne les bénéfices, mais aussi on veut qu'il comprenne les responsabilités
et qui incombe à l'utilisation de ce produit. Et puis, les résultats, ils sont visibles. L'onboarding a été lancé il y a à peu près 2 mois et on a vu un nombre de tickets, le nombre de tickets, mais totalement fondre sur, la compréhension du produit, sur la configuration de l'application. Donc ça, c'est vraiment une grosse victoire pour nous. On est extrêmement satisfait du résultat, mais faut toujours être honnête avec soi-même. Tout n'est pas toujours tout rose. Il y a eu un petit échec. On avait un product tour qui devait suivre l'onboarding. On l'a développé, tel qu'on l'avait imaginé et puis au moment de l'utiliser, on s'est rendu compte que c'était une catastrophe, que ça permettait à l'utilisateur de configurer le produit, mais ça l'aidait pas pour comprendre ce qu'il devait faire, plus tard quand il serait lâché dans la nature et donc, on a décidé d'annuler la sortie de cette fonctionnalité. Il faut pas avoir peur parfois de se dire, même si c'est tard, on aurait dû le faire plus tôt, on fera un post-mortem après, mais en attendant, il faut savoir prendre la décision de se dire, stop, il faut qu'on retravaille dessus avant de faire la sortie. Donc c'est aussi un peu ça arrive, c'est pas toujours tout rose. Le product manager est pas presque parfait, mais il ne l'est pas, et donc il doit parfois se rendre compte que ce qu'il a fait c'est pas fou. Donc voilà, c'est un peu truc. Et il y a un petit truc aussi intéressant qu'on a mis en place dans l'onboarding, c'est un quiz à la fin. C'est un peu, je suis pas un grand passionné de la gamification, mais ça a ses avantages. Et mettre un quiz à la fin qui dit à l'utilisateur, qui essaie de voir si l'utilisateur a bien compris, ça permet de voir si les gens, si nous on a été clair en termes de data, et deux, ça permet à l'utilisateur de se faire une petite piqûre de rappel sur les principes de base de la crypto. Il y a Voilà Daniel pour mon cas d'usage. Oui. il y a Daniel justement qui te pose une question. Est-ce que vous utilisez souvent des ateliers de design thinking ou pas du tout? Ou ça a été vraiment spécifique? Alors, on l'a fait pour celui-là et on le faisait assez peu par manque de ressources, mais on envisage vraiment de le faire, oui, par la suite. Ok. Eh bien, c'est tout pour ma présentation. Merci déjà pour Je vous cette en prie. présentation qui est très claire avec pas mal de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez encore des questions dans le chat. Justement, moi j'avais une question par rapport au sprint de 2 semaines. On le Oui. voit dans le monde des cryptos, ça évolue très très rapidement, encore plus que dans le monde de l'informatique qui lui déjà évolue de manière assez fulgurante. Est-ce que vous avez le temps en fait de prendre ce temps de 2 semaines et de pas avoir du Kanban par exemple, parce que généralement dans des sprints on ne bouge pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur, voire on ne bouge pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Est-ce que vous avez le temps d'avoir ces 2 semaines là, sachant que des fois il y a des choses qui sortent et sur lesquelles il faut être hyper réactif? Alors, déjà, pourquoi on fait des sprints, on fait du Scrum? La raison, c'est qu'on a un client lourd et que on peut pas se permettre de pousser des trucs toutes les 2 minutes auprès des utilisateurs, comme si on faisait du Kanban. Voilà, c'est déjà la première raison. Ensuite, il faut être très honnête avec nous-mêmes. La crypto avance à une vitesse folle et on pourrait avoir 200 personnes qui bossent dans l'équipe. Ce serait toujours difficile de le suivre. Il y a des nouveaux concepts qui sortent à peu près toutes les 2 heures dans le crypto. Nous, pour le fun, on a essayé de suivre et puis aussi pour le côté professionnel quand même. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir tous les nouveaux concepts qui sortent. Mais déjà, tous les concepts ne sont pas bons à prendre. Il y en a beaucoup qui sont, entre guillemets, à jeter à la poubelle, même si c'est pas très gentil pour ces gens qui travaillent. Mais bon, voilà. Et puis, la plupart de ces concepts sont quand même des concepts très avancés, qui ne vont pas, qui vont concerner une minorité d'utilisateurs. Donc déjà, nous, il faut qu'on prenne un peu de recul vis-à-vis de ces fonctionnalités pour savoir si on va les intégrer ou non dans le live. On essaye d'extraire le plus possible Enfin, on essaye de vraiment de prendre les fonctionnalités dont on pense qu'elles vont avoir un avenir, de les extraire de cette masse et de les intégrer dans le live parce qu'on est sûr que ça apportera quelque chose à la crypto. Donc ouais, clairement, on pourra jamais suivre le rythme de la crypto. Et puis pourquoi aussi on peut pas suivre le rythme de la crypto au-delà de la rapidité, c'est que tous ces concepts qui sortent, en fait, c'est des concepts qui sont très spécialisés. Donc en fait, il peut y avoir une petite team qui peut bosser dessus de 3-4 personnes, qui va se concentrer sur je sais pas, sur ce nouveau service de DeFi qui va permettre de faire du LP sur des vaisseaux, et là je fais un clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra, donc du liquidity pool sur des vaisseaux qui sont des NFT.
généré pour un token généré par des vaisseaux qui sont des NFT et faire du liquidity pool sur Uniswap. Enfin, je veux dire, ça concerne un nombre extrêmement limité de personnes en termes de public par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a. Et puis, eux, ils font ça en tant que métier, on va dire. Ils n'ont pas de hardware wallet à gérer. Ils n'ont pas 50 fonctionnalités à côté à gérer. Ils n'ont pas 29 cryptos qui sont supportés par le live, 29 coins plus 2000 tokens. Eux, ils ont leur petit truc et forcément, c'est plus facile pour eux. Donc, c'était un peu le paquebot versus le petit bateau ultra rapide, petit bateau à moteur ultra rapide. Mais on n'abandonne pas pour autant. On a des solutions auxquelles on pense. Je ne les donnerai pas encore une fois parce que je ne donne pas ma stratégie, mais il y a des solutions pour ces problématiques-là. Et je vais prendre les 2 dernières questions. Du coup, il y a Rem qui te pose la question. Qui assure ce rôle de business intelligence, repérage des tendances et des signaux faibles? Et comment se fait la transmission vers les équipes produits? Alors, il y a des gens déjà qui sont. En fait, le product déjà a beaucoup ce rôle-là. En fait, je suis rentré chez Ledger parce que j'aimais bien les cryptos avant de rentrer chez Ledger et j'étais client Ledger. Ça, c'est le côté aussi plutôt cool, c'est que je suis client de mon propre produit. C'est souvent rare. C'est suffisamment rare pour être noté. Mais déjà, j'ai un intérêt personnel à faire du benchmarking parce que je trouve ça fun. Avant d'être chez Ledger, j'étais dans l'industrie. Faire du benchmarking dans l'industrie, c'était beaucoup moins cool. Donc, c'est vraiment déjà un truc premier. Après, il n'y a pas de, en fait, il y a pas vraiment de personnes dédiées. Disons qu'on a des chats Slack où les gens se partagent les trucs. En fait, c'est plus de l'émulation interne plus qu'une personne qui fait de la business intelligence et ça marche plutôt bien parce que non seulement on a intérêt à connaître mieux ce qui se passe ailleurs, mais aussi détecter des tendances, c'est aussi potentiellement détecter des potentiels d'investissement personnel. Complètement. Voilà. Et je vais prendre la dernière question de Daniel. Désolé Daniel, je ne poserai pas les 3. Mais la gestion des third-party components open source, du coup, comment est-ce que gérer les risques de non-qualité et de supply chain attack remis sur le devant de la scène avec SolarWinds? Alors, on a une équipe chez Ledger qui s'appelle le Donjon et qui est composée de psychopathes de la sécurité. Ils sont dans une salle qui est dédiée à la sécurité, que ce soit de l'attaque physique ou de l'attaque logicielle. Alors, c'est pas des gardes du corps. Quand je dis attaque physique, c'est des attaques au laser, des attaques physiques contre le hardware wallet, pour être plus précis. Donc, cette équipe-là, et puis notre CTO Charles, qui est quand même l'ancien, qui dirigeait avant le donjon avant de devenir le CTO Ledger. Ces personnes-là on donne le seal of approval avant n'importe quelle release. Ils sont sans leur aval, il n'y a rien qui sort. En fait, c'est des contraintes aussi en tant que product manager. On a des contraintes qui sont autres que celles que j'ai exposées là, mais j'allais pas faire une deuxième présentation parce que sinon ça allait prendre un peu de temps. On a des contraintes qui sont légales parce que les gouvernements sont pas hyper fans de la crypto. Donc en termes de compliance, on est toujours un peu en train de faire les contorsionnistes pour éviter de se retrouver sous le coup d'une plainte de l'AMF ou de la SEC ou de toutes les autorités qui vont bien et qui aiment bien nous pourrir la vie. Et puis on a les contraintes de sécurité parce que à la base Ledger c'est une entreprise de sécurité et que on se doit de conserver notre réputation. Et donc qui a été un peu égratigné au passage ces derniers temps, mais on se doit justement voilà, ça arrive, on se doit de conserver notre réputation d'entreprise qui est capable d'assurer la sécurité des assets des utilisateurs, ce qui est toujours le cas, je tiens à le préciser. Donc, c'est cette équipe sécurité qui donne son aval avant n'importe quelle sortie de fonctionnalité et surtout avec des third parties. D'ailleurs, on a des third parties qui ont été obligés de faire des modifications techniques sur leur architecture pour pouvoir avoir le droit, entre guillemets, de travailler avec nous. Réponse très claire. Merci Benjamin. Tu as des remerciements de MKLS qui a surkiffé ce webinar. Il a d'ailleurs eu le plaisir de travailler avec Yacine qui développe chez vous. Donc il fait un mais petit... il est Hobbit, je passerai le bonjour à Yacine. Du coup, bonjour d'ailleurs de Mathieu, ex-Follow Analytics. Donc il s'appelle Mathieu. Greg aussi qui dit merci. Daniel qui dit merci. Tout le monde te remercie
En tout cas, De merci. rien, c'est avec plaisir. Merci infiniment Benjamin. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à toutes pour toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez toujours pas à follow la chaîne pour les prochains webinaires et les prochains after produits. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, tout simplement, pour le prochain webinaire. Merci Benjamin. Merci. Passez une excellente journée. Au revoir tout le monde.